Cette semaine, direction le Mississippi aux États-Unis. Le samedi 20 juillet 2019, vers 10h du matin, un officier du comté de Lafayette fait sa ronde quotidienne. Au volant de sa voiture, il longe le lac Sardis, il salue çà et là les habitués, pour la plupart venus pêcher, puis, en s'enfonçant dans un chemin de terre, il remarque au loin une femme blonde endormie à une table de pique-nique, et sur la table traînent çà et là des canettes de bière. Alors, trouvant la scène étrange, il s'approche d'elle. Il pense qu'elle est probablement en train de cuver, mais il se rend vite compte, horrifié, que les taches rouges qui parsèment sa veste blanche sont des traces de sang, et que l'herbe autour d'elle en est maculée. Il réalise que non, elle ne dort pas, elle est morte. Et les policiers ne tarderont pas à l'identifier. C'est une jeune étudiante scolarisée à l'université située à une vingtaine de minutes de là. Mais qui pouvait bien autant en vouloir à cette jeune femme sans histoire et appréciée de tous? Les enquêteurs ne tarderont pas à découvrir le mobile. Il est infect et si atypique que la nouvelle, qui n'avait pas dépassé les frontières du pays, fera le tour du monde. En France, y compris, où j'ai pu la découvrir il y a, je pense, environ 2 ans, dans un hors-série du Nouveau Détective que je vous avais conseillé sur Insta à l'époque. Et souvenez-vous d'ailleurs, on avait même traité cette histoire. Je ne vous en dis pas plus, découvrez aujourd'hui la triste histoire d'Alexandria Costial. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo à tout moment pour nous soutenir et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le corps de la jeune femme est envoyé au bureau du coroner pour analyse et ses affaires restées sur les lieux vont révéler son identité. Il s'agit d'une certaine Alexandria Costial, surnommée Hailey. C'est une étudiante en marketing de 21 ans scolarisée à l'université Oxford du Mississippi, dont le campus est situé non loin de là. Ses parents, Keith et Cindy Costial, ne se doutent alors de rien. La dernière fois qu'ils ont vu leur fille, c'était 3 jours avant, alors qu'ils avaient passé quelques jours chez elle et tout allait bien. Alors qu'un peu plus tard dans l'après-midi, des agents de police se présentent à leur porte, ils sont étonnés. Les agents leur demandent de s'asseoir et à l'annonce de la nouvelle, Keith et Cindy s'effondrent. C'est littéralement le ciel qui leur tombe sur la tête. C'est déjà difficile de perdre l'un des siens, mais Hailey, elle était d'une gentillesse et d'une douceur hors du commun. Elle n'a jamais fait de mal à personne, n'a jamais trempé dans aucune histoire, et elle n'était pas non plus du genre à fréquenter des gens louches. Alors c'est une double peine pour eux. Ils se demandent bien qui a pu s'en prendre à quelqu'un d'aussi bon. Ils sont inconsolables. Ils expliquent alors aux enquêteurs que la dernière fois qu'ils l'ont vue, c'était 3 jours avant. Ils lui avaient rendu visite chez elle, dans son appartement qu'elle partage avec des amis à la fac. Et Hailey était souriante et elle semblait heureuse. Ils avaient fait du shopping ensemble parce qu'elle refaisait sa déco. Le papa avait préparé de bons petits plats et Hailey ne semblait pas préoccupée et rien, absolument rien, ne laissait présager ce qui allait arriver quelques jours plus tard. Ils s'étaient même tellement amusés qu'Hailey leur avait demandé de rester un jour de plus. Et les pauvres s'en voudront longtemps de ne pas avoir accepté. Cindy, la maman, explique aussi qu'elle avait eu sa fille au téléphone la veille, dans les environs de 19h. Hailey se réveillait alors d'une sieste. Elle était épuisée à cause de ses examens et elle avait prévu de sortir avec des amis un peu plus tard dans la soirée. Les parents fournissent aux enquêteurs les coordonnées des amis d'Hailey. C'est peut-être dans son entourage qu'ils trouveront la clé du mystère. Ils vont alors les contacter un par un afin de savoir avec qui elle était le soir du drame. Ils découvrent qu'elle a passé la soirée dans un bar d'Oxford en compagnie d'une amie, qu'elle avait alors quitté le bar aux alentours de minuit et qu'elle était rentrée chez elle en Uber. Et après, les policiers perdent de sa trace. Et voici ce que va révéler l'enquête de personnalité. Hailey semblait être une étudiante comme une autre. Elle venait de valider sa 4e année et elle allait décrocher son diplôme au printemps prochain. Très studieuse, elle s'était inscrite au cours d'été afin de se préparer au mieux pour la rentrée. En plus d'être une élève brillante, elle était aussi très sportive. Elle donnait alors des cours de fitness pour arrondir ses fins de mois. Et elle semblait effectivement bien sous tout rapport et intégrée, preuve en est. Elle faisait partie de la sororité Alpha Kappa Psi et elle était entourée d'amis. Tous l'appréciaient et ses proches sont unanimes. Hailey, c'était quelqu'un de bien. Elle n'avait de problème avec personne et Claudia Suárez,
Sa meilleure amie a témoigné qu'elle était très généreuse et toujours prête à aider son prochain et sans jamais rien demander en retour. Une autre amie, Anna Pasco, témoignera que c'était la personne la plus gentille qu'elle ait jamais rencontrée. Ses professeurs sont également unanimes. Elle était très investie dans les activités extrascolaires de son université, au point où elle avait même ouvert, avec d'autres élèves, un club de golf, et elle en était même la présidente. Originaire de Saint-Louis dans le Missouri, elle a grandi dans une famille aimante. Elle ne ratait jamais une occasion pour aller voir ses proches. Elle profitait de chaque été pour travailler. Elle avait plusieurs fois été sauveteuse saisonnière dans un country club. Et elle savait toute la chance qu'elle avait de n'avoir jamais manqué de rien. Alors c'est très tôt qu'elle a décidé de s'engager dans l'humanitaire. Elle était partie en mission humanitaire en Afrique du Sud en juin 2017 auprès d'enfants défavorisés. L'été suivant, elle était partie en mission au Pérou, toujours auprès d'enfants. Quant à ses amis de longue date, ils la décrivent comme une fille sage et très girly. Au lycée, elle avait eu le béguin pour quelques garçons, mais ça ne semblait jamais vraiment réciproque, au point où elle était partie à son bal de promo accompagnée de sa meilleure amie. Et romantique qu'elle était, elle rêvait de rencontrer un jour un gentil gars du Sud, de se marier et d'avoir une belle et grande famille. Elle était aussi passionnée par les couchers de soleil, au point où elle avait ouvert un compte Instagram uniquement alimenté de photos de couchers de soleil. Alors quand l'affaire a éclaté dans la presse, nombre de ses amis se sont manifestés via les réseaux sociaux pour faire part de leur incompréhension. Et pressés par les questions des journalistes, le week-end même de la découverte, les policiers de Lafayette vont décider de ne laisser filtrer que peu d'informations. Hors de question qu'on ne vienne interférer à leur enquête. Ils expliquent juste qu'elle a été retrouvée dans un coin isolé du lac Sadris, non loin d'une cabane de pêche abandonnée, et qu'il est évident que quelqu'un est impliqué puisqu'on lui a tiré dessus à 9 reprises alors qu'elle était de dos. Et ils reprennent leur enquête à l'abri des regards. Ils découvrent alors que selon ses amis de la fac, elle avait le béguin pour un camarade de classe, un certain Brandon Tisfield, lui aussi âgé de 21 ans. Il est originaire du Texas, et donc du Sud. Ali l'avait rencontré à une fête étudiante 3 ans auparavant, en décembre 2016, alors que tous les deux étaient âgés de 18 ans. Et elle était tombée amoureuse de ce beau brun populaire qui étudiait alors la finance. Il lui avait tellement plu, dès le premier soir, qu'elle n'avait pas tardé à parler de lui à ses copines de la fac. Elle disait avoir hâte de le revoir, et donc elle l'avait invité à une fête organisée par sa sororité. Et justement, ses amis vont expliquer aux enquêteurs que ce Brandon, c'est un sacré goujat. Il l'avait d'abord charmée, et une fois qu'elle s'était attachée et qu'elle était tombée follement amoureuse, il s'est joué d'elle. Il était connu dans le campus pour être un genre de Casanova qui passait d'une fille à l'autre. C'était en somme un séducteur compulsif. Il l'appelait quand bon lui semblait, il se montrait tantôt aimable, tantôt épris d'elle et tantôt cruel. Il soufflait le chaud, puis le froid. D'autres fois, il la laissait sans nouvelles. Une situation difficile à accepter pour Hailey, qui l'a plongée d'ailleurs dans un grand désarroi. Surtout qu'il n'hésitait pas, comme je vous le disais, à multiplier les conquêtes. Et il n'a jamais cessé de jouer avec les sentiments d'Hailey. Et du côté d'Hailey, c'était là son premier amour, sa première vraie relation qui, malheureusement, n'en était pas une puisque Brandon avait tout de suite mis les choses au clair. Non, ils ne sont pas en couple. Une amie d'Hailey a déclaré, je cite, « J'ai passé des nuits à tenir la main d'Hailey parce qu'elle n'avait de cesse de pleurer à cause de ce monstre. » Et même si sa raison dictait à Hailey de s'éloigner de Brandon, son cœur ne pouvait s'en défaire. La douce Hailey était littéralement aveuglée par son amour. Elle lui pardonnait tout, ses silences, ses relations à tour de bras, etc. Et elle acceptait qu'il ne se fréquente que de manière épisodique, au gré des envies de monsieur, et ce, pendant 3 longues années. Et les fois où Hailey était décidée à arrêter les frais, il revenait vers elle, et aussitôt elle oubliait ses bonnes résolutions et elle retournait dans ses bras. Et pour les enquêteurs, ça ne fait pas de Brandon un coupable pour autant. Mais faute de pistes sérieuses, ils vont s'attarder un peu plus sur le jeune homme. Mais alors, quel serait le mobile? Si c'est lui, pourquoi s'en serait-il pris à elle après tout? Elle paraissait être à ses pieds, ça n'a pas de sens.
Et ce sont les analyses des données de l'Apple Watch Daily qui vont apporter plus de réponses. Les enquêteurs vont réussir à accéder à ses messages ainsi qu'à sa géolocalisation. Et première déception, la géolocalisation ne donne rien. La nuit du drame, Hailey est localisée à Oxford avant que le signal ne s'interrompe, en sachant qu'elle était partie dans un bar à Oxford, donc rien de nouveau sous le soleil. Mais ils vont découvrir qu'elle a eu une longue conversation par SMS ce soir-là avec Brandon, justement. Et la fin de cette conversation suggère que les deux avaient l'intention de se voir ce soir-là. Il lui a écrit, je cite, « Tu seras chez toi aujourd'hui parce qu'il se pourrait bien que je te rende visite. Tiens donc. » Et en se renseignant davantage, les enquêteurs découvrent que, la nuit du drame, Brandon avait justement quitté le campus où il occupait une chambre. Décision est donc prise de l'interroger sans attendre. Il lui donne rendez-vous au poste le lendemain, c'est-à-dire le lundi matin suivant la découverte du corps, à 8h30. Mais à 8h30, pas de Brandon. Les policiers trouvent ça louche, il ne répond pas non plus à leurs appels, alors ils décident de demander un mandat pour pouvoir le suivre en temps réel grâce au bornage de son téléphone afin de le ramener de force au commissariat. Et en parallèle, il relaie un avis de recherche le concernant au commissariat des entourages. Et l'opérateur téléphonique de Brandon est par chance très réactif et il va donner aux policiers en temps réel les déplacements de Brandon. Il est alors situé sur l'Interstate 55 en direction du nord. Et c'est justement l'itinéraire parfait pour se rendre au Texas, d'où il est originaire. Il semble évident qu'il cherche à rejoindre le domicile de ses parents. Et ce n'est sans doute pas par hasard, changer d'état lui permettra d'être hors de la juridiction des enquêteurs. Il pense sûrement ainsi que ça compliquera davantage l'enquête, mais aussi et surtout, il voudra sûrement commencer à préparer sa défense. Et il se fait que le père de Brandon est très aisé, c'est un médecin réputé, alors nul doute qu'il sera bientôt accompagné d'un conseil. Ou pire même, peut-être qu'il va prévoir une fuite, on ne sait pas. Les policiers demandent alors un mandat afin qu'il puisse être arrêté, le juge accepte. Les policiers de Lafayette contactent en urgence leurs collègues du Tennessee, où se situe Brandon. Ils se mettent aussitôt à sa poursuite et par chance, ils vont réussir à l'intercepter alors qu'il faisait escale dans une station-service. Et c'est pas moins de 6 véhicules de police qui vont l'encercler. Brandon est calme, il n'oppose aucune résistance, on lui lie ses droits, on le menotte, et aussi et surtout, les policiers lui demandent ce qu'il cherche ainsi à fuir, ce à quoi Brandon répond qu'il s'en allait rejoindre son avocat. Et d'ailleurs, il va immédiatement invoquer son droit à être assisté de son avocat. Il va aussi de lui-même accepter son extradition vers le Mississippi. C'était de toute façon une question de temps avant qu'un juge ne l'autorise. Et voici enfin Brandon face aux enquêteurs. Nous sommes alors 2 jours après la découverte du corps. Et Brandon va expliquer qu'il n'a rien à voir avec toute cette histoire. S'il a fui, c'est qu'il a pris peur. C'est tout. Et l'étude de son profil est plutôt rassurante. C'est un jeune Texan typique qui aime la pêche, la chasse et le foot. Il n'a jamais été impliqué ni de près ni de loin dans aucune affaire louche. Il va expliquer aux enquêteurs que c'est peu de temps après son arrivée à l'université qu'il a rencontré Hailey. C'était dans un bar de coin, fréquenté par les étudiants. Les deux avaient alors commencé à se fréquenter, mais juste comme ça, de temps à autre. Et il avoue qu'effectivement, il n'était clairement pas autant attaché à Hailey qu'elle. Et ça a duré ainsi pendant 3 ans, mais c'est tout. Il explique que certes, il n'a pas été très gentleman, mais que ça ne fait pas de lui un coupable pour autant. Alors face à ces dénégations, les enquêteurs vont fouiller son téléphone. Ils parviennent à retracer sa géolocalisation le soir du drame. Rien d'anormal. Il était présent à différents endroits d'Oxford tout le week-end, mais après tout, il y habite. Ils découvriront que samedi, il avait traîné avec des amis. Il était même parti faire un bowling. Et ses amis expliqueront n'avoir rien remarqué de bizarre dans son attitude. La nuit suivante, le dimanche, il s'était rendu chez des amis avec un pack de 6 bières. Et ses amis présents vont expliquer que son attitude était là aussi des plus normales. Il avait simplement une arme sur lui, qu'il avait pris le temps de décharger. Mais là encore, rien d'anormal, puisque nombreux sont ceux à en avoir. Et le lendemain, au réveil, il était parti.
En parallèle à tout ça, une autre équipe s'en va perquisitionner son domicile et ils y trouvent des douilles. Et elles sont semblables à celles retrouvées à côté d'Hailey. Et il y a des photos d'une arme, ce qui prouve qu'il avait bien en sa possession un modèle similaire à celui utilisé et aussi et surtout, ils vont trouver une note manuscrite dans un carnet. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, il s'agit là des confessions de Brandon à l'attention de ses parents. Et voici quelques passages, je cite. « J'ai toujours eu des pensées terribles. Ces pensées ont été alimentées par l'alcool et par la farine, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que c'est la fin pour moi, soit je vais en prison, soit je vais mourir. Je sais que je vais me faire prendre. » Alors difficile de faire plus accablant comme preuve, mais les policiers se posent encore toujours cette même question, quel serait le mobile? Pourquoi en être arrivé là, en sachant qu'Hailey ne lui voulait aucun mal? Et dos au mur, avec tous ces éléments, Brandon va tout avouer. Il commence par expliquer que la note retrouvée était à la base une note d'adieu, qu'il avait même essayé d'en finir, mais que sous le coup de l'émotion, il avait comme perdu connaissance au moment de passer à l'acte. Et puis après, c'est là qu'il a décidé de retourner au Texas. Et je vais vous dire ce que vont finalement découvrir les enquêteurs. En compilant le témoignage de Brandon, ceux des proches ainsi que les conversations SMS retrouvées, il s'avère que les deux se sont vus de temps à autre, la première année où ils se sont fréquentés, puis la deuxième année, Brandon a vraiment commencé à se désintéresser d'Hailey au point où il n'a plus répondu à ses messages. Et la pauvre Hailey insistait. Alors un soir où elle le bombardait de messages et d'appels, alors qu'il était sorti avec ses amis, il l'a tout simplement bloqué. Ce qui a mis un terme à leur relation ambiguë pendant de longs mois. Mais l'année suivante, les deux ont repris contact. Et Hailey a cru qu'il s'était enfin décidé à poursuivre une relation sérieuse avec elle. Elle qui avait réussi à se détacher de lui est immédiatement retombée dans ses bras, folle d'espoir. Mais Brandon s'en moquait. Elle n'était comme tant d'autres qu'une sorte de distraction à ses yeux. Et ça explique pourquoi Hailey n'avait parlé de lui à aucun de ses amis de Saint-Louis. C'était sûrement qu'elle avait vite constaté qu'il ne cherchait rien d'autre qu'une relation charnelle occasionnelle. Il expliquera n'avoir même jamais pris la peine de l'emmener dîner ou de l'inviter au cinéma ou autre. Non, il se contentait de la faire venir chez lui quand il en avait envie ou d'aller chez elle si c'était plus pratique. Puis salut, au revoir et rebelote quand il avait envie de s'amuser. Mais Hailey y a malgré tout cru, en silence, ne se confiant qu'à quelques amis proches de l'université. Et effectivement, elle a beaucoup pleuré pour lui. Et lui n'a jamais été touché par son désarroi émotionnel. Il aurait pu s'éloigner d'elle, voyant qu'elle s'attachait énormément, mais non. Il n'en avait rien à fiche, et il avait l'audace de justifier son attitude auprès d'elle en lui disant que s'il ne s'engageait pas avec elle, c'est parce qu'elle méritait mieux que lui et qu'il n'était pas assez bien pour elle. Vous connaissez, c'est le fameux « c'est pas toi, c'est moi ». Et tout ce temps, il ne s'éloignait d'elle que par commodité lorsqu'il estimait qu'elle l'appelait trop souvent pour ensuite revenir vers elle pour à nouveau la faire espérer et l'utiliser. Et Hailey était une femme intelligente, elle se rendait bien compte de tout ça au point où elle n'avait même jamais parlé de lui à ses parents à qui elle confiait pourtant tout de sa vie. Elle était extrêmement proche d'eux, puisqu'ils étaient du genre compréhensif, mais elle avait sans doute honte de la situation. Et c'est 3 mois avant les faits que la pauvre Hailey a sans le savoir scellé son destin. Alors qu'elle se préparait pour ses examens de fin d'année et qu'elle voyait Brandon de temps à autre, elle a remarqué qu'elle avait un retard de règles et elle avait peur d'être tombée enceinte. Et ça ne pouvait être que Brandon, puisqu'il n'y avait que lui dans sa vie. Alors elle en avait parlé à Brandon, et Brandon était fou d'inquiétude. Hors de question pour lui d'avoir un enfant, pas maintenant et encore moins avec elle. Alors Hailey avait acheté 3 jours après un test de grossesse et il semblait négatif. Elle lui avait alors envoyé une photo du test et il n'y avait qu'une ligne. Mais cette ligne semblait claire, voire même translucide, alors elle s'inquiétait tout de même. Alors elle lui a écrit, je cite, « C'est comme si c'est une ligne bleue à peine visible, mais je suppose que je peux attendre et voir si mes règles arrivent. » Ce à quoi Brandon a répondu, « Eh bien d'accord, on verra, mais si tu es enceinte,
on ne le garde pas, on t'obtiendra une pilule. » Ce à quoi Hailey a répondu « Je ne sais pas ce que je ferai, parce que rien n'est sûr pour le moment, mais sache que même si tu ne veux pas être impliquée, dans tous les cas, comme je suis mignonne et douce, je sais que je finirai par rencontrer un jour un homme, un vrai, qui lui assumera. » Ce à quoi Brandon a répondu « C'est beaucoup trop tôt, prends juste une pilule pour être sûr, je ne veux pas d'enfant du tout. » Et il lui a réécrit 2 minutes après pour lui dire « Je suis sérieux, je ne veux pas d'enfant du tout, ça ruinerait ma vie et je ne t'aiderai jamais. Et ce n'est pas pour être méchant que je dis ça, mais c'est ce que je pense, je ne changerai jamais d'avis. » Et les enquêteurs découvriront qu'à ce moment, Brandon avait fait des recherches sur Internet du type « La mère veut garder l'enfant et le père ne veut pas ». Hailey s'était confiée à une amie de la fac et selon cette amie, il était évident que si elle avait été enceinte, elle aurait gardé le petit. Puis après, Brandon a fait ce qu'il sait faire de mieux, il a ghosté Hailey, la pauvre, essayait de le tenir au courant, mais il ne répondait pas à ses messages. C'était des conversations SMS à sens unique, et quand il daignait lui répondre, c'était juste pour l'influencer dans son choix. Il est clair, selon les enquêteurs, qu'il comptait ne plus la revoir après ça. Et Hailey, encore une fois, n'est pas stupide. Elle savait que c'était là la fin, ou peut-être un nouveau départ. Dans sa tête, ça passait ou ça cassait. Et le lendemain, elle lui a écrit « C'était dur ce week-end et j'étais ivre, 24 heures sur 24, du matin au soir, 7 jours sur 7. J'ai fait ça pour que mon corps puisse décider, ha ha ha, non pas maintenant. » Donc elle n'a eu aucune réponse de Brandon, puis dans la nuit, elle a réécrit un message disant « J'y ai pensé et le mieux serait d'en parler face à face. » Et le lendemain, 9 heures après, il lui a répondu « On en parlera demain, je suis occupée aujourd'hui, mais je ne changerai pas d'avis au sujet de la pilule. » Il semblerait donc qu'Hailey essayait d'attirer l'attention de Brandon sur son mal-être. Elle lui a dit avoir consommé en 48 heures une bouteille de tequila, 2 bouteilles de champagne, 7 bières et un verre de vin. C'était comme un appel à l'aide, elle qui ne buvait pas de manière excessive auparavant. Mais Brandon restait encore toujours sur ses positions et les choses sont restées ainsi des mois durant. Des mois durant où il lui répondait vaguement, où elle n'avait de cesse de demander à le voir et où il repoussait. Parfois, il ne répondait pas. Ce qui nous amène à 3 mois plus tard, soit la semaine précédant la mort d'Hailey. Brandon n'avait donc jamais pris la peine de passer la voir. Et cette semaine-là, il était parti passer quelques jours dans sa famille à Fort Worth, au Texas. Et alors qu'il était en route pour Fort Worth, Hailey lui avait envoyé 2 photos de tests de grossesse, des tests achetés en magasin, et encore une fois, il semblait ambigu. Et moins de 48 heures après, le 14 juillet, soit 5 jours avant les faits, on suppose que Brandon savait déjà ce qu'il allait bientôt faire, puisqu'il avait publié une photo de son pistolet avec en légende « Ramenez enfin mon bébé à Oxford ». Et avoir utilisé le mot « baby » dans ce contexte pour parler de son arme, c'est quand même très glauque. On sait qu'à son retour au Mississippi, il avait fait des recherches qu'il avait pris le soin d'effacer, mais qui ont pu être retrouvées par les agents. Des recherches du type « comment s'en tirer »,« comment dissimuler un crime »,« comment bien le planifier »,« comment attacher des gens »,« comment les attirer quelque part »,« comment se procurer un silencieux », et une dernière recherche sur Ted Bundy. Et selon les enquêteurs, tout ça prouve qu'il y a eu une préparation minutieuse. Et ces recherches internet ont même montré qu'il ne savait même pas utiliser son arme. Il en possédait une comme nombre d'habitants, surtout au Texas, mais finalement sans vraiment s'y intéresser. Il avait recherché où appuyer, c'est dire. Puis le jeudi 18 juillet, un peu avant 2 heures du matin, soit la veille des faits, Hailey lui avait envoyé une photo de son ventre. Et c'est le jour même que Brandon lui a envoyé le fameux message disant « Tu seras toujours chez toi aujourd'hui ? Parce qu'il se pourrait bien que je te rende visite. » Hailey lui avait répondu que c'était difficile, que tout ça, d'une certaine manière, la faisait grandir, qu'elle se sentait mal. Elle n'avait de cesse de se dénigrer et elle lui envoyait encore d'autres messages, toujours restés sans réponse. Et la seule et unique réponse de Brandon sera « Fais-moi savoir quand tu seras rentré et si tu es bien seul chez toi. » C'est horrible quand on connaît le contexte. C'est comme s'il restait évasif, au cas où, pour ne pas se faire prendre, pour ne pas qu'on puisse plus tard remonter à lui.
mais qu'il voulait quand même s'assurer qu'il n'y ait aucun témoin. Ce à quoi elle lui avait répondu avoir rendez-vous avec une amie dans un bar d'Oxford. Et ce soir-là, et comme je vous le disais, elle a quitté le bar quelques minutes avant minuit pour prendre un Uber qui l'a déposé devant chez elle. Et c'est non loin de chez elle que Brandon l'a attendue discrètement au volant de sa camionnette. Ils sont arrivés au lac Sardis vers 1h30 du matin, un coin isolé réputé être un lieu de rendez-vous pour les amoureux du coin. Il faut tout de même quitter la route pour s'enfoncer un peu à pied et dans le noir pour rejoindre l'endroit où Hayley sera retrouvée le lendemain matin. Ils se sont alors tous les deux attablés pour boire et discuter et on ne sait pas véritablement ce qu'ils se sont dit ce soir-là. En sachant d'ailleurs qu'avant ça, les deux avaient chacun bu de leur côté. Brandon s'est éclipsé quelques fois pour prendre de la farine dans sa camionnette, probablement pour se donner du courage. Ils ont continué de discuter en écoutant de la musique. Puis Brandon a récupéré son arme et il a tiré sous les yeux d'Hayley dans l'eau, dans le lac. Ce qui l'a fait sursauter. Elle lui a dit « mais tu es fou !» et c'est une poignée de minutes plus tard qu'il l'a abattue alors qu'elle était assise avant de s'enfuir. Et même s'il a avoué, Brandon a toujours nié avoir tendu un piège à Hayley. Selon lui, il n'était pas dans son état normal ce soir-là et il aurait agi dans un excès de colère. Mais les enquêteurs pensent que c'est tout l'inverse, qu'il a agi froidement et de manière calculée. Et le plus fou dans toute cette histoire, et Brandon en sera le premier surpris, c'est qu'en réalité, Hayley n'était pas enceinte et que depuis tout ce temps, elle le savait. Mais il y a encore des doutes, elle est restée très discrète, on ne sait toujours pas si c'était un retard de règles ou si elle a fait une fausse couche, puisqu'elle s'est confiée à une amie lui disant avoir saigné, et donc avoir la certitude, et ce, rapidement après avoir eu des doutes, qu'elle n'était pas enceinte. Et on pense que si elle a fait tout ça, si elle a laissé justement le doute planer pendant plus de 3 mois, c'était probablement dans l'espoir que Brandon ait le déclic. Elle espérait probablement qu'il change d'avis et qu'il se mette en couple avec elle, et qui sait, qu'il l'épouse un jour comme elle l'avait confié à une amie. Elle était tellement désespérée qu'elle s'est accrochée à l'infime espoir que l'ombre d'une grossesse allait tout changer. Peut-être voulait-elle le voir, lui parler une dernière fois, lui qui refusait de la voir. Elle savait que c'était sans doute là sa dernière chance de le revoir un jour, ce qui veut dire qu'elle est morte pour rien et que Brandon, qui risque alors la peine de mort si le kidnapping est retenu par le grand jury, eh bien qu'il a gâché sa vie, celle d'Hayley et celle de leurs proches, pour rien. De toute évidence, son épanouissement passait avant tout, parce que si on réfléchit bien, ce n'est pas que Hayley dont il pensait se débarrasser ce soir-là, mais aussi d'un enfant à naître. Il se paiera le luxe inouï de plaider non coupable avant de finalement se rétracter et de plaider coupable. Il avait bien trop à perdre, en l'occurrence sa propre vie. Et quand on lui a demandé pourquoi il a fait ça, il a juste répondu qu'il n'était pas quelqu'un de bien et qu'elle menaçait de gâcher sa carrière dans la finance qui s'annonçait prometteuse. Son procès aura lieu le 27 août 2021. Selon les journalistes présents, il n'a manifesté aucune émotion, qui contrastait avec les larmes versées par la famille d'Hayley. Il a déclaré à la barre, je cite, « Il n'y a aucune excuse pour mes actions. J'ai demandé pardon à Dieu. J'espère que sa famille aura un jour le cœur de me pardonner. » Il sera condamné à la peine de prison à vie avec une peine de sûreté de 40 ans. Sachez que ses parents à lui ont toujours refusé les demandes d'interview, mais sa mère a toutefois demandé à son avocat de partager un courrier dans les médias. Et ce courrier disait, je cite, « Quand j'ai appris que Brandon avait été interpellé par la police, jamais je n'aurais pu imaginer qu'il pouvait être le responsable. Maintenant, après 2 ans et connaissant les détails sur leur relation, j'ai le cœur brisé pour chaque personne que ça a affecté et que ça affecte encore. Je suis triste que notre fils n'ait pas partagé avec nous ce qu'il tourmentait, ce qu'il essayait de gérer seul. Alors j'encourage tous les parents à s'asseoir régulièrement avec leurs enfants et à discuter avec eux, qu'ils leur disent qu'il n'y aura jamais rien de trop grand, de trop compliqué, de trop incontrôlable, qu'ils pourront toujours vous parler de tout. Nous prierons toujours pour la famille et les amis d'Hayley Kostial. » Fin de citation.
Alors remarquez comme les deux, Hailey et Brandon, ne se sont pas confiés à leurs parents et que les deux parents n'ont rien remarqué. Preuve en est qu'on ne sait jamais ce qui se cache derrière les sourires des gens et même derrière ceux de nos enfants. Cindy, la maman d'Hailey, a expliqué que c'est toujours aussi difficile pour elle, surtout dans les moments calmes. Sa fille était toute sa vie, c'était son tout, et que chaque coucher de soleil n'aura de cesse de lui rappeler sa fille. Une plaque commémorative a été dressée sur les lieux du drame. Voilà, tout est triste dans cette histoire. Hailey méritait un homme qui la respecte. Au-delà d'avoir perdu du temps avec Brandon, elle a perdu la vie. Elle ne s'estimait sans doute pas à sa juste valeur pour se laisser traiter de la sorte. Et je pense qu'on connaît tous quelqu'un, peut-être d'ailleurs que ça vous est déjà arrivé à vous, qui sait, mais qu'on connaît tous au moins une personne de notre entourage qui a agi comme Hailey et qui est tombée dans les filets d'un séducteur ou d'une séductrice sans scrupules. Alors certes, Brandon ne lui a jamais promis la lune. Certes, elle l'a aussi manipulé en entretenant le doute sur une éventuelle grossesse, mais j'avais entendu parler dans une affaire française qui avait pas mal buzzé à l'époque de la formule « kidnapping émotionnel ». Et je la trouve très juste dans le cas d'Hailey. Brandon l'a, d'une certaine manière, kidnappé émotionnellement. Et c'est peut-être un peu facile de jouer avec les sentiments de l'autre, de souffler le chaud, puis le froid, d'avoir conscience que l'autre ne cesse malgré tout d'espérer, puis de ghoster cette personne, en justifiant les choses avec un « oui, mais je lui ai jamais rien promis ». Avouer qu'un autre homme, plus empathique, aurait sans doute pris ses distances, la voyant s'attacher à ce point. Mais Brandon n'en avait rien à faire. Il avait toute sa vie été pourri gâté, habitué à avoir tout ce qu'il voulait, et il a considéré la pauvre Hailey comme l'un de ses nombreux jouets d'enfant. On l'utilise, et si on veut, on le casse, et hop, poubelle. Et après tout, que savait Hailey des relations amoureuses, elle qui n'en avait jamais connu auparavant? Une chose est sûre, Brandon aura tout le temps de méditer sur ses actions en prison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Merci de nous avoir suivis. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire. N'hésitez pas à liker la vidéo si notre travail vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, les Ukraine Sisters. On est présent sur TikTok, Instagram. Vous pouvez aussi nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Quant à nous, on vous dit à très vite sur Ukraine pour une autre triste histoire, les amis.